Bien, mes chers collègues, on va pouvoir démarrer. Je vais procéder donc à l'appel. Marie-Pierre Dost, Pablo Arcet, Marie-Pierre Glaise, Bernard Passerieux, Présent. Céline Sirlac-Sindou, Alain Caral. Les places ont changé. Véronique Blancier, et de ce côté. Christophe Roussillon, non, procuration Marie-Pierre Dost. Claude Grisier, procuration Christophe Lubac. Pierre-Yves Chanin. Présent. Divine Nsimba Lepini. Laurent Sanchou. Christine Haro. Georges Brondino. Estelle Cros. Camille Deglan, procuration à Pierre Glaise, pardon. Pascal Maton. Karim Bazizi. Marie-Laurence Bigard. Hugues Cassé. Rosida Bernard, procuration Estelle Cros. Philippe Piquet. Sylvie Brault. Jürgen Klondel-Seder, pardon. Procuration Sylvie Brault. Marie-Annick Vassal. Denis Lapère. Françoise Marie. Henri Arévalo. Laure Tachoir. Jean-Luc Palévaudy. Karine Pérez. Jean-Marc Dangean. Donc le quorum étant atteint, on va pouvoir délibérer. Je vous propose pour le secrétariat de séance Pablo Arcet. Y a-t-il des oppositions? Bien, je vous remercie. Alors, quelques informations d'abord en début de conseil. Madame Brault, vous nous avez sollicité sur la question du compte-rendu du 8 juillet par rapport à une réponse que vous aviez sollicitée. Donc, vous l'avez reçue normalement, entre-temps, hein? Oui, tout à fait, en recommandé même. Parfait, ça marche, merci. Alors, donc, pour cette séance du 12 octobre, nous avons le plaisir de revenir presque en situation normale lors du conseil municipal. Il ne restera plus qu'à enlever les masques. Puisque nous pouvons accueillir du public donc, depuis le 1er octobre dernier. Donc, je vous rappelle qu'en application des règles du Code général des collectivités territoriales, le public peut assister. Il est aussi, de la même occasion, retransmis en direct sur le Facebook de la mairie de Ramonville. Voilà, concernant la police de l'Assemblée, j'y reviendrai le cas échéant. Pour l'aménagement de la salle, vous avez constaté, donc, j'ai oublié de l'évoquer au dernier conseil municipal, mais que les modalités de retransmission ont été changées. Je vous invite à, quand vous souhaitez prendre la parole, à le demander, bien entendu, mais aussi à bien allumer votre micro, parce que ça permet donc aux caméras de pouvoir vous fixer, donc de pouvoir retransmettre dans de bonnes conditions. Sinon, on n'a pas et l'enregistrement et la possibilité pour les personnes qui nous suivent en direct de pouvoir voir qui intervient. Donc, n'hésitez pas à allumer votre micro quand je vous en donne, quand je vous donne la parole. Voilà. Pour ce qui est du compte-rendu du précédent conseil municipal, vu qu'il était le 30 septembre dernier, il sera soumis à l'approbation du prochain conseil, c'est-à-dire le 10 novembre. Nous n'aurions pas la possibilité de le produire pour ce conseil, compte tenu du report de la délibération que nous allons étudier ce soir. Ensuite, suite à la conférence des présidents donc, de lundi, un vœu a été proposé par le groupe majoritaire que nous verrons en fin de conseil et un amendement doit vous être déposé sur table qui a été présenté par le groupe de Madame Brault. Je ne sais pas si cet amendement a été distribué. Si, parfait. Donc nous étudierons en fin de conseil et le vœu du groupe majoritaire et l'amendement qui a été déposé par le groupe de Madame Brault. Alors, un point à l'ordre du jour, mes chers collègues, qui est celui que nous avions reporté du précédent conseil municipal, qui concerne la convention VNF, et notamment nous l'avions reporté suite à une demande qui avait été faite par les représentants de l'association Latuve sur notre territoire, et qui souhaitait que l'on puisse, et donc dans la rencontre que nous avons eue le soir du conseil municipal, proposer de reporter cette délibération jusqu'à ce jour, puisque demain nous avons le conseil d'administration de VNF. Alors, je vais, si Bernard Passerieux... Ah mince, alors, il est passé de quel côté maintenant? Il est là. Ah oui, d'habitude tu es là-bas. Donc, si Bernard Passerieux le veut bien, je vais présenter l'ensemble de la convention. Et je tiens par ailleurs à le remercier et remercier ses services sur
la qualité du travail qui a été fourni depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, pour arriver à la conclusion de cette convention, en tout cas la présentation de cette délibération. Si vous voulez bien, j'ai la main pour pouvoir passer les diapos, ou vous le faites? Très bien. D'abord, un petit rappel historique. Donc, la convention de gouvernance que nous vous proposons là, sur la durée de 2022 à 2046, a vocation donc à pouvoir gérer par la puissance publique, merci bien, par la puissance publique, le port technique de Port-Sud et les berges qui lui sont associées depuis l'entrée de Toulouse jusqu'au pont de Mangepont. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette gestion du port technique public n'est pas récente, puisqu'elle-même a fait l'objet d'une concession. Ah. Bon, je vais vous laisser le faire, parce qu'a priori, ça ne marche pas. Comment? Ah oui, attendez. Où est-ce que c'est? Ouais, c'est un peu loin. Mais c'est pas grave, reprenez-la et je vous dirai comment c'est. Donc c'est une convention qui, en fait, est arrivée à échéance le 31 décembre 2018. Et d'ailleurs, je me permets de le rappeler, cette échéance de convention nous avait amené au sein du conseil municipal à délibérer à 2 reprises pour avoir un avenant à cette convention et notamment pour élargir la durée de cette convention, puisque nous avions, si vous le permettez, j'ai enlevé le masque, nous avions engagé des discussions avec VNF sur une nouvelle convention de gestion, mais nous n'avions pas abouti. Donc on a souhaité pouvoir prendre le temps de cette discussion. Et donc, en conseil municipal, ici, à 2 reprises, nous avons indiqué au conseil municipal que dans le cadre des discussions que nous n'avions pas finalisées, nous souhaitions pouvoir avoir une prolongation de cette convention qui, pour le coup, après 2 reports, arrive à échéance au 31 décembre de l'année 2021. Donc, elle a été prolongée à double titre. D'une part, parce que dans les premières discussions que nous avions avec VNF, il faudrait mettre la première planche, s'il vous plaît. Dans les discussions que nous avions avec VNF, nous n'étions pas forcément en accord sur les modalités premières de la convention qui nous était proposée. Très clairement, l'enjeu, je tiens à le rappeler ici parce que c'est important que les conseillers municipaux l'aient en tête, l'établissement public qu'est VNF et qui a en gestion le domaine public de l'État, qui est le port technique et les berges, en l'occurrence, ont 2 possibilités de travail et jusqu'avant 2018, on n'en avait qu'une, c'est-à-dire la délégation de service public. Et pour celles et ceux qui sont les plus anciens des conseillers municipaux ici et des Ramonvillois se souviennent que nous avions déjà eu cette difficulté lors notamment de la fin de convention qu'il y avait avec l'association Port Sud à l'époque, enfin, elle n'existait plus très honnêtement, Cap Sud, de gestion du port de plaisance de Ramonville qui était arrivé à échéance. Et donc, VNF, à ce moment-là, nous étions, et je fais un petit retour en arrière, dans les années 2010, si je ne me trompe pas, à quelque chose près, avait lancé une délégation de service public, ouverte donc à tous pour pouvoir répondre. Et à ce moment-là, la commune avait candidaté comme n'importe quelle autre personne ou personnalité morale, en tout cas, aurait pu le faire. Et effectivement, nous nous sommes retrouvés en concurrence, à l'époque, avec 2 grands groupes, la Lyonnaise et Veolia, et nous n'avions pas emporté ce marché. Les subtilités du droit public étant de notre côté, nous avons fait un recours à l'époque, et ce recours, nous l'avons gagné, permettant ainsi l'annulation du contrat avec la Lyonnaise des Eaux, qui devait donc reprendre la concession du port de plaisance de Port-Sud. Et suite à cette rupture donc, du contrat, parce que annulation du marché public pour cause d'irrégularité, nous avons pu resoumettre un nouveau dossier de candidature. Et cette fois-ci, au regard du dossier que nous avons présenté vis-à-vis du privé, nous avons pu remporter cette délégation de service public que nous avons jusqu'en 2040, me semble-t-il. 30 ans. 25 ou 30 ans.
Quoi qu'il en soit, j'introduis mon propos par ce biais-là parce que l'enjeu qui est pour nous celui du port technique et des berges du canal est exactement le même à l'heure d'aujourd'hui. Le groupe majoritaire, dans les discussions qu'elle a eues avec VNF depuis 2018, enfin avant 2018, depuis 2017, a été de tout faire pour éviter que nous soyons dans une gestion privée du port technique et des berges du canal du Midi. De tout faire pour éviter que nous soyons dans une gestion qui soit par une délégation de service public dans laquelle nous n'aurions aucun pouvoir de négociation avec le partenaire public qui est VNF, parce que tout simplement, les ordres qui sont les siens de l'État, et quelles que soient, j'allais dire, les tendances, étaient de dire qu'il faut au maximum avoir une gestion de ce canal du Midi qui soit la plus rentable, sachant que VNF est un établissement public qui est exsangue dans ses financements. Et donc, nous avons discuté. Il se trouve que les modalités de discussion ont un peu changé et que nous pouvons passer récemment. Madame Marie l'évoque parfois dans les questions de partenariat public-privé. Nous avons la possibilité maintenant de pouvoir passer des conventions public-public, des conventions de partenariat public-public, permettant, si nous sommes sur un vrai partenariat, c'est-à-dire un échange entre la collectivité publique, qui est la collectivité locale, la mairie, et l'établissement public VNF, chacun doit amener au pot, entre guillemets, de la convention ses efforts, qu'ils soient financiers ou ses efforts, qu'ils soient techniques. Et c'est pour ça que je voulais faire ce retour en arrière, parce que c'est sur cette base-là que nous avons engagé le débat en 2017 et 2018 avec VNF, et c'est aussi sur cette base-là, Bernard s'en souvient, que nous avons en 2019 écrit à VNF en leur indiquant que nous arrêtons toutes les négociations parce que nous considérions qu'il n'y avait pas de partenariat possible avec VNF à partir du moment où il n'apportait pas un effort conséquent dans cette convention de partenariat public-public. Et notamment, l'allègement par VNF, et j'y reviendrai tout à l'heure, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'introduis par là, notamment les efforts d'investissement qui seraient portés par VNF en direct dans le cadre de la Convention et qui nous a permis, à hauteur d'une centaine de milliers d'euros, de pouvoir faire baisser la facture de nos investissements. Deuxième élément, moi, qui me paraissait extrêmement important et qui a amené à cette rupture en 2009, ça a été le fait que l'établissement public, devant tirer des ressources de cette convention, demander une redevance annuelle auprès de la collectivité à hauteur de 60 000 € et qui mettait en difficulté encore plus la collectivité et donc celles et ceux qui sont les usagers de ce site-là, parce qu'ils demandaient une redevance qui était à hauteur de 70 000 €. Et dans les négociations post-2019, nous avons dit, si sur ces deux éléments-là, vous n'avancez pas, nous ne pourrons pas conclure une convention. Et donc, nous nous retirerons, et donc, vous devrez faire appel à une délégation de service public et au privé. Et nous avons eu gain de cause dans les discussions, et le travail a été acharné, on peut le dire, difficile, mais a été concluant. D'une part, une prise en charge de l'investissement, et d'autre part, une réduction de la redevance, puisqu'elle a été divisée par 2. Et tout cela est important à rappeler dans ce propos introductif, parce que ça permet de comprendre quelles sont les logiques entre la collectivité publique et l'établissement public. Alors je vais revenir rapidement sur l'évolution de ce futur contrat, d'abord son périmètre et ses différents enjeux. Le périmètre, vous le connaissez, on est sur le port technique et les berges du canal, entre donc le pont de Manche-Pomme et la limite communale avec Ramonville. Là aussi, nous avons fortement insisté sur ce périmètre pour une question très claire, c'est que nous souhaitions pouvoir avoir, et nous serons, je pense, une des premières communes à le faire sur l'agglomération toulousaine, si ce n'est pas plus large, mais en tout cas sur l'agglomération toulousaine, à avoir une unicité de gestion sur l'ensemble de notre territoire, de notre limite avec Toulouse à notre limite avec Oswil, puisque les berges ont été intégrées dans la gestion précédente de la délégation de service public du port de plaisance de Port-Sud. Alors les objectifs de ce projet, je vais les rappeler rapidement, je les ai évoqués à plusieurs reprises, mais je vais ici les rappeler. D'une part,
il nous semble important de rappeler que sur les équipements que nous avons sur le port technique, nous avons la nécessité d'avoir une mise à niveau de ces équipements. Un certain nombre de ces équipements ne correspondent pas aujourd'hui à des normes environnementales. Georges et Bernard le savent bien et ils nous posent de grosses difficultés, que ce soit sur le traitement des déchets notamment, ou encore sur les rejets des eaux grises, notamment dans la cale sèche. Donc nous devons à tout prix pouvoir nous mettre en conformité avec un équipement qui n'était certainement pas conforme au moment de sa, enfin, était certainement conforme au moment de sa construction, mais au fur et à mesure, j'allais dire, de l'évolution de la norme en matière environnementale, ne l'est plus, et donc nous avons cette exigence environnementale importante là. Et ensuite, de pouvoir s'assurer que tout ce qui concerne le patrimoine mondial de l'UNESCO, que sont le canal du Midi, ses berges, puisse être géré de façon unique sur l'ensemble du territoire, et notamment qu'on puisse permettre que tout ce qui concerne les atteintes à l'environnement sur ces espaces-là, puisse être réglé. Alors, il y a des choses qui sont plutôt simples à régler. Je pense par exemple à la question de l'amarrage des péniches. C'est pour ça que dans le programme d'investissement, il y a la question des bollards, merci, qu'on a aussi aménagé sur les berges de Port-Sud. Mais il y a des choses qui sont plus compliquées, comme la question de l'électrification des berges ou encore celle du rejet des eaux grises et des eaux usées sur le site. Alors, l'engagement des parties et associations des usagers, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambition pour la collectivité, vous l'avez compris, il est de faire en sorte que ce patrimoine puisse être un patrimoine qui soit conservé comme étant un patrimoine mondial de l'UNESCO à long terme, et surtout qu'il soit pérennisé dans le temps. Notre ambition est donc de faire en sorte qu'on puisse avoir un label de type port propre sur le port technique et que nous puissions participer, par les aménagements que nous allons faire, à conserver ce bien qui se dégrade d'année en année, depuis 40 ans, moi que je le connais, se dégrade d'année en année. Alors, l'objectif de cette convention, il est aussi, et je vais y revenir là-dessus parce que j'ai vu que ça a pu déclencher quelques sourires, sur la question de l'usager, de l'association des usagers. Il est prévu dans cette convention, à son article 11, notamment la création d'un comité de suivi externe permettant de composer des usagers et de VNF et de la commune, donc c'est tripartite si vous voulez, de pouvoir discuter des modalités de gestion des berges du canal et du port technique et de pouvoir ainsi en assurer une gestion qui soit partagée. Et puisque ça nous a été indiqué, et je l'ai lu aussi dans la presse, je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure, sur les questions des modalités de concertation. Et Ramonville, on le sait. Je pense que nul ne peut envisager le contraire. Pratique la concertation sur des sujets divers et variés, des grands projets, des petits projets, des moyens projets, lance des budgets participatifs, lance une assemblée citoyenne, a depuis de longtemps des conseils de quartier, a construit l'ensemble d'un écoquartier avec ses habitants. Et donc, la question qui nous a été posée est pourquoi est-ce que vous n'avez pas consulté les usagers concernés par cette convention ? Tout simplement parce que les modalités de convention d'un partenariat public-public ne permettent pas d'afficher la réalité des discussions que nous avons avec VNF, ou sinon ça aurait été une concertation, j'allais dire, de façade avec les usagers, tout simplement parce que derrière, comme je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, c'est la question de la délégation de service public qui se pose, donc le fait de faire annuler possiblement cette convention et qu'on pense sur un rythme de marché. Et donc, on est bien conscient que ça a pu créer des questionnements, voire des craintes, ou je ne dis pas qu'elles ne sont pas toutes justifiées d'ailleurs, des craintes ou encore même des incompréhensions. Mais en tout cas, il est clair que c'est qu'en termes juridiques, cela n'était pas possible. Sinon, vous vous doutez bien que Ramonville et, j'allais dire, mon collègue Pierre-Yves Chanin, Marie-Pierre Glaise à mes côtés, qui pratiquent la concertation sur notre collectivité, vous pensez bien que nous aurions utilisé ces outils-là. On n'a jamais rien fait, rien caché dans notre collectivité, dans les grands projets, et ça fait partie des grands projets, mais nous n'avions pas cette possibilité juridique. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je le redis, j'engagerai toutes les actions et moyens nécessaires si nous avons des difficultés avec cette convention en termes juridiques envers celles et ceux qui ont publié les documents qui ne devaient pas être publiés. Pour autant, il n'en reste pas moins que l'application de cette convention implique, et c'est
notamment un des enjeux du débat que nous avons eu avec les associations de riverains, la question de l'augmentation tarifaire qui va être liée, et je vais y revenir aussi, sur la question des équilibres budgétaires de cette convention et de ce contrat d'exploitation. Et là, effectivement, ce comité d'usagers a vocation à cela. Il était important pour nous que nous puissions définir un cadre contractuel sur lequel nous étions d'accord avec VLF, sur lequel nous avons l'assurance que pendant 25 ans, ce cadre contractuel est posé entre nous, de façon à ce que nous puissions, j'espère que VNF ne regarde pas, avoir les mains libres sur la capacité de gérer les berges et le port technique comme nous le souhaitons sur les 25 prochaines années. Parce que c'est aussi l'enjeu de la collectivité, faire en sorte que demain, ce patrimoine reste un patrimoine protégé. D'autres, peut-être, se poseront la question dans d'autres endroits. Alors, le port technique, je l'ai évoqué, a besoin de rénovation très rapidement. Donc, vous connaissez toutes et tous ce site. Il y a une zone à quai, un profil de radoub. Et donc, comme je l'ai indiqué, nous avons la nécessité de pouvoir notamment engager un certain nombre de travaux sur la partie environnementale, la question de la cale sèche, et la question de la décharge notamment. Je vais sur le port technique en lui-même. Il est extrêmement... Bon, je ne vais peut-être pas passer là-dessus. Hop là. Voilà. Passez à celle-ci, s'il vous plaît. Pour nous, le port technique, les berges du canal, est aussi le point d'entrée sur une question de l'attractivité de notre territoire. Nous avons un projet que nous avons développé sur le précédent mandat, donc nous avons fait preuve, et il est passé en conseil municipal, Pierre-Yves l'a présenté d'ailleurs en conseil municipal, nous avons travaillé avec le Sicoval, d'arriver à avoir sur l'ensemble du linéaire du canal du Midi sur le territoire du Sicoval, un projet autour de l'attractivité du territoire et du tourisme. Mais pas seulement, il y a des questions qui se posent autour de la navigation, du fluvial et notamment du fret, puisqu'il y a des débats qui sont relancés en permanence et sur lesquels nous souhaitons pouvoir participer. Le canal du Midi ne doit pas seulement être une carte postale, il doit être quelque chose de vivant. Pour qu'il soit vivant, nous avons cette obligation de pouvoir le faire vivre et lui donner les outils pour vivre demain. Et c'est aussi ça l'objectif, et je l'assume complètement au nom du groupe majoritaire, le fait que nous souhaitons pouvoir conserver l'attractivité. Et donc ainsi, en fait, si on regarde encore plus loin que ce qui vient d'être... c'est ce qui était évoqué dans cette planche, en fait, valoriser à l'entrée de Toulouse, ou à la sortie de Toulouse, Ramonville, Séberges, le port technique, le lier à Port-Sud, c'est aussi le lier demain avec Ozeville, puisque nous avons la question des berges d'Ozeville qui se pose, avec Castanet, qui souhaite notamment créer un viradou, et ensuite la halte fluviale d'Aiguevive. Donc nous sommes sur un projet qui est un projet à long terme, et j'ai évoqué ça à plusieurs reprises. Nous ne travaillons pas là pour le groupe majoritaire, pour le conseil municipal. Nous travaillons pour les usagers d'aujourd'hui, mais nous travaillons surtout pour les générations futures, en se disant que le travail que nous faisons aujourd'hui, que nous allons leur léguer, leur permettra d'avoir un patrimoine mondial conservé et à la hauteur de ce que nous l'avons connu, nous, quand nous étions plus jeunes. Et donc, cette logique d'attractivité du territoire, elle est extrêmement importante aussi dans ce projet, de voler la question environnementale, la question de l'attractivité. Alors, l'économie du projet, qui fait, et c'est tout à fait normal, débat. L'engagement de la collectivité dans cette convention, il est de 1 742 000 € hors taxe, avec des engagements qui sont divers, soit liés au port technique, soit liés au quartier fluvial. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le compte d'exploitation qui vous est présenté dans le conseil municipal, c'est un compte d'exploitation consolidé. Nous avons en fait un double compte d'exploitation, celui qui concerne le port technique et celui qui concerne le quartier fluvial, que nous avons construit de manière différenciée en faisant des proportionnalités sur les équipements. Par exemple, pour être clair, quand on parle, et c'est indiqué dans le document que vous avez là, réhabilitation de la capitainerie, parce que nous avons besoin de rajouter du personnel, que la situation actuelle de l'accueil du personnel n'est pas satisfaisante au regard des règles du droit du travail.
et donc nous devons aussi nous mettre en conformité avec les règles du droit du travail, eh bien, elle est à proportion dispatchée entre les deux comptes d'exploitation, que sont celui du port technique et celui du quartier fluvial, puisque les usagers bénéficiaires en sont les deux. Et puis ensuite, il y a une répartition entre port technique et quartier fluvial. Sur ce plan d'investissement, nous nous sommes lancés sur un plan de financement. Plan de financement qui nous a amené à discuter avec nos partenaires des subventions possibles que nous pourrions avoir. Et là aussi, c'est un débat que nous avons dû faire, j'allais dire, depuis de nombreux mois maintenant, avec VNF, le SICOVAL, l'État, la région, le département et l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Aujourd'hui, le compte d'exploitation que vous avez sous les yeux, qui est celui qui nous a paru le plus prudent, dégage un taux de subvention de l'ensemble de nos investissements à hauteur de 30%. C'est sur cette base-là que nous avons construit l'équilibre de ce compte d'exploitation. Enfin, équilibre. Déficit, puis équilibre du compte d'exploitation. Très honnêtement, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas m'engager pour les partenaires. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que toute subvention qui ira au-delà d'un montant moyen de 30% nous permettra de retrouver un meilleur équilibre dans le fonctionnement de cette convention et de ce budget, et nous permettra donc de pouvoir réajuster la question tarifaire. Alors, pour expliciter exactement quels sont les enjeux de cette question tarifaire, il y a une augmentation tarifaire qui est prévue à échéance 2024, dans 2 ans. Les augmentations tarifaires qui sont prévues par VNF, parce qu'elles sont aussi nationales, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la négociation que nous avons eue à VNF, nous avons négocié aussi sur les questions des augmentations tarifaires par rapport à leurs propres objectifs, à eux, d'augmentation tarifaire. Et notamment, ils prévoient une augmentation assez sensible, que je ne peux pas encore divulguer pour des raisons qui ne sont pas encore publiques, mais elles seront au mois de décembre prochain, sur l'ensemble du territoire national, avec des proportionnalités différentes. Ce que nous avons négocié avec VNF, c'est qu'on ne pouvait pas augmenter la tarification, notamment concernant les berges, la tarification des berges, tant que nous n'avons pas investi. L'idée étant pour la collectivité de dire, si nous apportons des investissements, on justifie un service et ce service justifie une augmentation tarifaire. Et bien entendu, nous souhaitons pouvoir, dans les 2 ans qui sont devant nous, discuter, nous verrons comment se passent les marchés, etc., de ces questions d'investissement sur cette emprise-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la collectivité a une contrainte qui est une autre contrainte. Elle a la contrainte de la convention et elle a la contrainte du budget annexe. Ainsi, la comptabilité publique nous impose que l'ensemble des investissements et du fonctionnement de cette convention figure sur un budget annexe de la commune. Or, ce budget annexe de la commune, nous devons le mettre à l'équilibre, comme un compte classique de la collectivité. Mais entendons-nous bien, la différence, c'est que dans les comptes classiques de la collectivité, quand il y a déséquilibre, c'est un financement par impôt, c'est la solidarité qui assure l'équilibre du budget. Dans un budget annexe, vous n'avez pas, théoriquement et même en pratique, la possibilité de pouvoir injecter du budget général, donc de la fiscalité, de la puissance publique, dans votre budget annexe. Et ça, c'est la contrainte qui est la principale de ce budget annexe et de l'enjeu de cette convention et qui fait, d'après moi, l'incompréhension que nous avons sur la question tarifaire. Parce que nous devons présenter quelque chose en équilibre. Et d'ailleurs, mes chers collègues, je tiens à vous rappeler une chose. C'est que si vous avez regardé avec attention ce compte d'exploitation, et je sais que M. Lapeyre le fait, il est en déséquilibre sur la moitié de la convention. Les 12 premières années, il est en déséquilibre. Ce que je vous demande là, mes chers collègues, ce soir, c'est d'approuver le fait que nous présentions demain un budget annexe en déséquilibre parce que nous considérons que la tarification, qui est déjà extrêmement importante, 160%, ne peut pas l'être plus et que donc nous mettons délibérément notre budget annexe en déficit et qu'il sera financé demain par une subvention du budget général.
C'est ça que nous vous demandons aussi ce soir. Et là, je vous demande d'être en cohérence, ou pas. La Chambre régionale des comptes nous rappelle régulièrement qu'on ne peut pas financer des budgets annexes des collectivités par des subventions directes et qu'on ne peut pas mettre en déséquilibre le budget. Or, ce que je vous demande là, c'est d'assumer le fait que nous présentions un budget qui soit en déséquilibre et pas des moindres. Je vous rappelle que l'enjeu, il est de 1 demi-million d'euros sur les 12 premières années de la Convention. 1 demi-million d'euros. Que nous assumions là ce déséquilibre et que nous indiquions à la Chambre régionale des comptes que nous considérons qu'il y a une difficulté dans la façon de gérer un service public comme celui-là, puisque nous devons légalement porter l'ensemble des investissements qui sont prévus sur le port technique et les berges sur un budget annexe dont une partie concerne directement les usagers, mais dont une partie ne concerne pas directement les usagers, mais l'ensemble des Ramonvillois et plus largement, et donc devrait être financé par la solidarité, J'allais dire la solidarité nationale. Si l'État veut venir, ceci dit, je ne suis pas contre. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, réglementairement, on ne peut pas vous présenter autre chose que ça. Par contre, dans les débats et discussions que nous avons dans les prochains mois, et dans les 2 ans qui viennent, puisque nous avons 2 ans devant nous avec la question des travaux, la question, me semble-t-il, sera de solliciter la CRC sur 3 choses, budget en déficit, sur 2 choses, pardon, le budget en déficit et la question de l'affectation des investissements liés au port technique et aux berges, puisque, a priori, il n'y a pas de raison de dissocier port technique et berges. Voilà, mes chers collègues, d'après moi, ce que sont les enjeux. Nécessité donc de pouvoir avoir une discussion sur les modalités de mise en œuvre de cette convention, une discussion sur ses modalités de construction budgétaire et ses équilibres financiers avec la CRC, et aussi, puisque je l'ai dit, l'augmentation est forte, de travailler à ce qui me semble être nécessaire, c'est-à-dire la question de la puissance publique, sa capacité à agir dans le cas de difficultés financières de nos concitoyens, par les aides qu'elle peut apporter. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, très objectivement, et j'allais dire, et c'est ce que j'ai indiqué de manière très claire en disant que, après tout, si la collectivité se retirait complètement, elle laissait le privé et on verrait comment ça se passerait. C'est que les outils que nous avons sont les meilleurs outils, d'après nous, de cette transformation qui permet demain de faire un amortisseur en direction des usagers du port technique actuel et futur. Pourquoi? Parce que d'une part, on peut se permettre de mettre en déficit, c'est ce qu'on vous demande ce soir. D'autre part, on permet de financer ce projet avec de l'argent public, ce que le privé ne pourra pas faire. Troisièmement, on se laisse la possibilité de discuter avec nos partenaires, et notamment la comptabilité publique, des modalités de réorganisation de cette convention. Et ça, il n'y a que nous qui avons les outils. Et en fait, quatrièmement, l'amortisseur social avec la question de l'action sociale. Et ça, il n'y a que nous qui avons les outils. Il n'y a que la puissance publique qui le peut. Parce que si demain, ce n'est pas le service public, ça sera le privé. Et le privé, mes chers collègues, n'aura pas, je pense, les mêmes outils, ni en tout cas, et ça j'en suis même sûr, les mêmes intentions en direction et du patrimoine et de ses usagers. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai certainement été trop long. Je vous laisse le soin d'intervenir et de poser des questions ou de faire des remarques. Oui, Madame Brault. Je me permets d'enlever le masque comme vous. Alors avant tout, merci pour cette présentation. Et avant tout, notre groupe tient à souligner qu'il partage en partie les enjeux du projet d'aménagement en termes de transition écologique, de valorisation du patrimoine et de l'attractivité économique. Et à titre personnel, je suis très attachée à l'écosystème du canal du Midi. Mais il y a beaucoup de mais, et nous sommes aussi attentifs, d'une part, aux finances des Ramonvillois et de la commune, d'autre part, à la concertation, et on va y revenir, et à l'impact des travaux sur l'environnement. Et donc, en fait, je vais parler des mêmes points que ceux que vous avez évoqués, mais avec une analyse à l'inverse, vraiment à l'opposé, on va dire. Alors,
Premier point, cette convention, elle ne doit pas être votée en l'état car il n'y a pas eu de concertation. Donc, ni avec les habitants du quartier fluvial, qui ont manifesté leur colère il y a 10 jours de ça devant la mairie, ni avec les professionnels qui travaillent sur le port technique. Et vous l'avez dit, mais sans dévoiler les aspects juridiques, on aurait déjà pu faire un état des lieux, des besoins, à la fois des usagers et des professionnels. Donc, dans l'urgence, vous avez retiré la convention. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En fait, vous avez rencontré les usagers, mais aujourd'hui, vous nous présentez exactement le même texte que celui qui était présenté il y a 10 jours. Donc, vous dites que voilà, la démocratie ouverte, vous avez fait campagne d'ailleurs sur la démocratie ouverte, que vous définissez comme participer ensemble à la vie de la cité, mais pour nous, là, on part un peu à contre-courant, pardonnez-moi la métaphore. De plus, ce projet, 1,7 million d'euros sur 25 ans, n'était pas dans votre projet municipal. Deuxième point, cette convention ne doit pas être votée en l'état car elle n'est pas décemment financée. Et là, moi, je vais aller un petit peu plus dans le détail des chiffres que vous nous avez présentés. Donc, dans votre propos introductif, vous avez parlé de la redevance versée à VNF qui a été divisée par 2. Moi, je vais vous parler d'une autre redevance qui est celle de l'occupation du domaine public que payent les pénichards. Donc, on a cherché à mesurer l'impact des investissements sur la redevance d'occupation du domaine public que payent les pénichards, en plus de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Donc, on a fait des petits calculs. Je suis désolée, je vais aller un petit peu plus dans le détail parce que c'est important que les gens qui nous écoutent comprennent. Actuellement, il y a 37 bateaux. Et si on prend le compte d'exploitation prévisionnelle qui est présenté, en 2022, il y a 46 000 euros de recettes sur le quartier fluvial, ce qui fait en moyenne 1 300 euros par bateau. Si on regarde en 2024, donc 2 ans après, moi je vois des recettes à 135 000 euros de recettes pour 45 bateaux, puisque visiblement on va passer, on va un peu augmenter le nombre de bateaux sur les berges, ce qui fait 3 000 euros par bateau. Donc, est-ce que vous pensez que les pénichards vont pouvoir supporter de telles hausses tarifaires? Alors, vous avez brandi tout à l'heure l'alibi de l'équilibre du budget annexe, mais en fait, si on veut faire simple, vous faites payer l'aménagement des berges aux riverains eux-mêmes, un peu comme si les habitants de la rue Voltaire ou de la place Marnac avaient financé eux-mêmes la rénovation de leur voirie. Par ailleurs, vous avez annoncé dans votre propos que les recettes du port technique n'augmentent que très peu sur 25 ans. Et en fait, on a plutôt l'impression que ce sont les recettes du quartier fluvial qui vont financer les investissements du port technique. Alors, je ne vais pas revenir sur votre propos sur le diable du privé qui va se précipiter sur l'affaire juteuse du port technique de Ramonville. Là, j'en suis pas certaine non plus. Toujours sur le volet des finances, le plan prévisionnel d'investissement que vous nous avez présenté ne nous paraît pas sincère. En fait, j'ai demandé à votre directeur de cabinet des éléments de chiffrage et il m'a répondu qu'ils étaient uniquement basés sur des ratios types de coûts similaires estimés conjointement par la commune et VNF. Mais en fait, on n'a reçu aucun chiffrage. Pour tout dire, prenons simplement le réseau des eaux usées et des eaux potables. Il y a 234 000 euros qui sont prévus comme investissement. Pour un linéaire de 1,6 km, ça fait 146 euros le mètre. Donc ça nous paraît très peu. Autre point, si on regarde, alors on ne va pas tous les prendre les uns après les autres, mais si on regarde le budget de dragage des sédiments, on croit qu'en fait, il n'y a pas... Enfin, à mon avis, la dépollution n'est pas budgétée parce que c'est un coût énorme. Voilà. Troisième point, cette convention, pour nous, ne doit pas être votée en l'état car on a de fortes inquiétudes sur l'impact des travaux et la protection de l'environnement. Alors, il est bien écrit dans la convention que les travaux feront l'objet d'une demande d'autorisation préfectorale ou ministérielle dans le cadre du Code de l'environnement, mais on peut s'inquiéter de l'impact des travaux sur la faune et la flore préservée du canal du Midi.
En effet, parallèlement à l'aménagement des berges, tout le quartier va subir une mutation importante avec l'arrivée de la nouvelle station de métro à l'horizon 2026. Et les travaux vont avoir un impact fort donc, sur l'environnement, mais également sur la qualité de vie des habitants, des berges et du port technique. Dernier point, on se réjouit qu'enfin le raccordement des péniches se fasse sur le réseau des eaux usées et que ce soit prévu. Et on se pose la question, donc vous avez souligné que la municipalité a récupéré la concession de Port Sud, donc c'était en 2011. Le réseau existe et les péniches ne sont pas branchées. Bon. Donc pour conclure, c'est un projet qui est ambitieux, mais on a quand même l'impression de nager dans des eaux troubles. Donc cette convention ne peut pas être votée ce soir en l'état. Merci de votre attention. Si, avant de laisser la parole à mes collègues, peut-être juste quelques éléments par rapport à ce que vous avez dit. Bon, il n'y a pas de réseau à Port-Sud. Hein. D'ailleurs, dans la convention que nous avons entre VNF et la collectivité, ça a été un des débats que nous avons eus. Et à ce moment-là, et là je regrette un peu le changement de braquet qu'il y a eu entre VNF d'hier et VNF d'aujourd'hui, c'est qu'ils nous ont demandé et imposé, nous étions partis sur des réseaux, sur Port-Sud. Et ils nous ont demandé de partir sur une station de dépotage. Quand on a engagé la discussion sur les berges, port technique et les berges, on leur a indiqué, réseau, on n'a pas besoin. On a la station de dépotage que vous nous avez demandé sur Port Sud. Donc on va mutualiser. Dans la discussion que nous avons à l'heure actuelle, VNF dit, là, à cet endroit-là, il faut du réseau. Donc, le principe d'une convention de partenariat, c'est d'arriver à un moment donné à démontrer la possibilité que c'est possible ou que ça ne l'est pas. À l'heure d'aujourd'hui, dans la signature de convention, on dit à VNF, écoutez, si vous voulez partir sur des réseaux, on peut partir dessus. Nous étudierons la question du dépotage parce que c'est quand même pas envisageable de se dire qu'on a, par la première convention, obligé une station de dépotage et maintenant on change de braquet. Enfin, voilà. Mais moi, je suis quelqu'un qui considère que le dialogue n'est jamais terminé. Et je préfère un tiens que deux tu l'auras. Parce que, Madame Brault, ce que vous dites, c'est deux tu l'auras. Deux tu l'auras, c'est quoi? C'est que si demain, la ville ne délibère pas, ne signe pas cette convention, qui est pour nous, à l'heure d'aujourd'hui, le meilleur équilibre entre l'enjeu qui sont ceux de la collectivité, et apparemment auxquels vous adhérez, ceux des usagers d'aujourd'hui, des usagers de demain et des générations futures, et ce meilleur équilibre, si nous ne signons pas, demain, ça sera le secteur privé. Et ce à quoi j'aimerais que vous puissiez répondre ici en conseil municipal, c'est la position de votre groupe par rapport à cela. Est-ce que vous considérez que cette collectivité va trop loin dans la gestion de la puissance publique sur son territoire et que donc une partie des activités que nous faisons doivent être données par délégation de service public, et quand je dis données, ce n'est pas péjoratif, je n'ai pas dit livré, au privé, et notamment un patrimoine mondial de l'UNESCO? La réponse de la majorité, c'est non. J'aurais aimé vous entendre là-dessus. Parce que dire vous auriez dû faire autrement, j'allais dire ça, c'est deux tu l'auras. Mais nous, ce que nous voulons, c'est tenir l'avenir de ce port. Or, l'enjeu que nous avons, et très honnêtement, je vous l'ai dit de manière tout à fait claire en ce conseil municipal, nous avons dit en 2019, stop, vous exagérez, c'est plus possible, l'État va trop loin, débrouillez-vous. Et nous avons réussi par cela à arriver à faire en sorte que nous avons baissé la facture que vous dénoncez. Mais à quel moment vous a-t-on dit que nous étions satisfaits de la situation actuelle de ce qui va être la tarification des usagers? Jamais. Je n'ai pas arrêté de vous dire dans mon propos liminaire que nous sommes contraints, que ces règles, il faut qu'on les change, et ensuite que nous avons des subventions qui nous permettront, en tout cas nous l'espérons, d'aller plus loin dans l'équilibre et un meilleur équilibre pour les usagers. C'est ça notre objectif. Et je vous le dis, j'en suis convaincu, si vous me faites la démonstration du contraire, je suis prêt à l'entendre, que nous, puissance publique, nous avons ces outils-là, les outils des subventions, les outils de la discussion avec notamment la Chambre régionale et les comptables publics, et que le privé ne l'aura pas.
notre objectif est de financer à 80% ce projet. Vous croyez que le privé va financer à 80%? Vous croyez que le privé philanthrope va financer un projet dont vous dites vous-même, c'est quand même assez paradoxal, vous dites vous-même qu'il est sous-évalué. Donc vous dites qu'en gros, le privé va mettre encore plus d'argent dessus que nous. C'est ce que vous dites que nos ratios ne sont pas bons, que 146 c'est du hors-taxe, hein, je vous rappelle. 146, c'est sous-évalué. Donc en fait, vous dites qu'il faut aller plus loin financièrement. Mais si ce n'est pas nous, ça sera le privé. Et si c'est le privé, vous croyez qu'il va faire quoi? Il n'est pas philanthrope, le privé, enfin. Il va répercuter ça sur les usagers. Pourquoi? Parce que, pour le coup, il sera contraint à un territoire. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de basculer le territoire. Aujourd'hui, je le dis, et je l'ai dit ouvertement aux usagers de la TUV, je n'ai pas ces modalités, cette possibilité-là. Je suis contraint. Je suis contraint par le budget annexe, etc. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Donc, là-dessus, vraiment, il faut qu'on avance. Pour nous, l'enjeu, il est là. Objectivement, il est là. Et nous entendons, et nous ne sommes pas, je veux dire, nous sommes ici des gens de gauche, nous entendons le fait que cette augmentation qui est importante puisse mettre en difficulté. Et nous sommes des gens de gauche, et donc nous interviendrons parce que nous considérons que c'est notre rôle. D'ailleurs, il faudra aussi assumer, peut-être, à un moment donné, si on n'arrive pas à faire basculer la question des investissements sur le budget général, à ce que le budget du Centre communal d'action sociale puisse venir en apport pour arriver à trouver des équilibres. Vous voyez? Mais il faudra aussi qu'on le porte et qu'on l'assume. C'est-à-dire ce que vous dites aujourd'hui, je vous le rappellerai, si nous signons cette convention avec VNF, pour vous dire qu'il y a des justifications à un moment donné qui font que la puissance publique doit pouvoir intervenir plus. C'est effectivement notre prisme de lecture. Sur la concertation, je l'ai évoqué en propos liminaire, parce que je savais que vous alliez en parler. On peut l'entendre, on peut ne pas l'entendre. Il semblerait que vous ne l'ayez pas compris. Je vous le réindique, il n'était pas possible, réglementairement, de pouvoir engager des concertations au sens où la mairie l'entend, c'est-à-dire des concertations où on rentre dans le fond du sujet. Oui, on aurait pu faire une réunion d'information, mais ça, pour nous, ce n'est pas de la concertation. On aurait pu dire, voilà, on discute avec VNF, qu'est-ce que vous en pensez, c'est bien, c'est pas bien. On n'aurait pas pu dire plus que ça. Et ça, pour nous, peut-être que c'est votre vision de la concertation, mais ça, pour nous, ce n'est pas la concertation. Une concertation, c'est quelque chose qui est abouti. C'est-à-dire où on dit, voilà, on va faire ci, on va faire ça, sauf qu'on n'en avait pas la possibilité. Comprenez-le. Dans le cas de cette convention de partenariat public-public, nous n'avions pas cette possibilité-là, parce que c'était la requalification. Donc, après, on peut ne pas le comprendre, je vous demande juste de l'entendre, parce qu'on ne peut pas faire le reproche à cette collectivité de ne pas, sur différents sujets, avoir concerté, y en allant jusqu'au bout des choses, et parfois même jusqu'à la couleur des classes, dans les écoles, etc., etc. Voilà. Sur le nombre, l'augmentation du nombre d'usagers, c'est aussi un élément que nous avons demandé d'ajouter, nous, à la convention avec VNF, pour améliorer l'équilibre. Si vous l'enlevez, vous enlevez l'équilibre. Enfin, vous aggravez le déséquilibre des premières années. C'est au final assez simple en termes budgétaires. Ce que nous avons acquis d'un côté, si nous l'enlevons de l'autre, si nous augmentons l'enveloppe d'investissement, nous augmentons la facture des usagers. Si nous baissons le nombre d'usagers, nous augmentons leur facture. Tout ça est une question budgétaire malheureusement très simple dans le cadre d'un budget annexe. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer. Et enfin, dernière chose, et là, j'allais dire, c'est plutôt dans ma responsabilité en termes de transport, pour moi, le métro est une chance. Il est une chance pour le territoire, il est une chance pour le canal du Midi. Il faut que nous arrivions à faire en sorte qu'il y ait une bonne, comment dire, enfin, pas cohabitation, mais... pardon ? Intégration, merci. Du métro dans son espace. Mais pour moi, le métro est une chance. Vraiment une chance pour notre territoire. Depuis le temps que nous l'attendons, et j'espère que vous le soutiendrez, il est nécessaire que nous ayons ce métro. D'une part, parce que je pense que ce qui est un des gros problèmes de Ramonville, c'est la question de la voiture. Et si demain nous avons le métro, nous travaillons sur la question des mobilités douces, et qu'effectivement le canal du Midi est un vecteur de mobilité douce,
et que nous préférons avoir effectivement des piétons et des cycles sur le canal du Midi plutôt que des voitures sur le Palais-Lys. Et donc, nous défendons d'un côté le métro et nous défendons de l'autre l'aménagement des berges. Nous sommes dans une cohérence totale là-dessus. Mais vous ne pouvez pas dire « je ne veux pas plus de cyclistes et de piétons sur le canal du Midi et pas de métro » et dire « je ne veux pas de voitures non plus ». Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Tout ça s'inscrit dans une politique qui est plus large, qui est plus, intégrée que ce que vous pouvez peut-être l'imaginer là. Mais très honnêtement, la question des mobilités douces sur le canal du Midi est un enjeu fondamental pour les années à venir et qui se lie au métro, indéniablement. Je ne sais pas s'il y a des interventions. D'abord à Madame Brault, moi je la remercie de comprendre, parce que je pense que tous les Ramonvillois comprennent et que c'est une Ramonvilloise comme les autres Ramonvillois, de comprendre l'importance d'un enjeu, de quelque chose qui effectivement n'a pas pu être traité, et c'est pas faute d'avoir essayé, depuis vraiment très longtemps, pour des raisons extrêmement diverses, et notamment parce que la complexité du dossier, notamment par rapport à VNF, était énorme. C'est pas seulement la question qui a toujours été posée, hein, de savoir quelles répercussions seraient sur les usagers. C'est une question qui est très ancienne, la qualité des berges, et vous savez, parce que vous êtes à Ramonville, les deux ports sont des ports qui sont ramonvillois et des ports. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une activité fluviale, des gens qui habitent sur les ports, et il se trouve que c'est quelque chose que je sais personnellement. Et puis, il y a aussi des gens qui habitent autour. Il se trouve que vous devez savoir ce que c'est aussi. Et des gens qui profitent d'une cohabitation possible et d'une activité possible. Activité, il se trouve que je le sais aussi, qu'on a pu développer sur le port sud, mais qui est déjà très ancienne. Et qui est le fait qu'il y a à la fois une activité industrielle, réelle, avec de vrais acteurs industriels, une activité importante, culturelle, vraiment, à l'échelle de l'espace toulousain, autour du port technique. Et qu'on a réussi à faire en sorte que cet espace-là fonctionne avec la plus grosse piste cyclable, qui est d'ailleurs départementale, et avec un espace naturel, et avec une cohabitation de quartiers, avec des espaces qui sont, je ne sais pas moi, une aire de gens du voyage, etc. Cet espace-là, c'est un espace qui, par ailleurs, et je pense que nous l'aimons tous, et peut-être certains le vivent davantage encore que d'autres, c'est un espace qui a non seulement une qualité pour l'humanité, mais j'allais dire une qualité pour nous. Et que cette qualité-là, croyez bien que non seulement nous y tenons, mais elle est réussie. Et que de toute façon, les personnes, je le sais, qui y vivent le plus, sont aussi celles qui la vivent le mieux. Et donc les gens qui habitent les péniches savent ce que c'est que cette qualité, et ils connaissent aussi les embêtements de cohabitation que certains d'entre nous connaissent moins, comme le bruit des bateaux venant de Toulouse et faisant des demi-tours, etc. Il se trouve donc qu'à mon sens, on a là quelque chose que vous, même en étant hésitante sur les montants, même en étant hésitante sur les questions d'environnement, et tout le monde est attentif à l'environnement dans cet espace entre la ferme de 50 et une zone humide, et puis avec le canal du Midi. Et puis de toute façon, il y a un certain nombre de réglementations. Eh bien, même vous, je pense que vous auriez essayé de faire la négociation avec VNF. Même vous. Malgré votre grande prudence et votre grande envie de... vous auriez fait sans doute, comme tout le monde, c'est-à-dire vous vous seriez rendu compte de l'énorme difficulté de cette négociation. La première fois que j'ai dû la faire, c'était à propos de l'extension d'un projet de quartier fluvial à Hauzeville en 2001. Ça a manqué. Ça n'a pas marché. J'ai été amené à négocier plusieurs fois ce genre de choses, et la dernière fois, j'ai été amené à négocier la convention de Port-Sud, j'ai été amené avec des coups tordus que je ne raconterai même pas, parce qu'ils sont simplement tordus. Il y a aussi des gens qui interviennent dans le privé. Une des raisons pour lesquelles on sait que le privé c'est dangereux, c'est parce qu'on les a vus faire. Et franchement, c'est pas juste... On sait comment ils fonctionnent, et on sait pourquoi ils font ça, et on sait comment ils le font, et avec quels acteurs. Donc, ce qu'il se passe, c'est que nous avons effectivement essayé de faire une négociation la dernière fois que j'y suis intervenu. Ensuite, j'ai habité sur une péniche, donc je ne suis plus intervenu. Mais il était très clair que cette convention, elle amenait à des augmentations énormes, à cause de ce qu'on vous a dit, et qui s'appliquerait à vous aussi. Le fait d'être obligé d'avoir un budget fermé
d'autant que la Cour des comptes le signale, hein, c'est quelque chose qui s'appliquerait à vous. La nouvelle négociation a permis de faire quoi? On l'a dit, mais je pense que c'est intéressant de le recalculer. Elle a permis de faire 30 000 € d'économie par an, ce qui a été dit tout à l'heure, 500 000 € sur les 12 premières années, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire 50 000 € par an, plus, puisqu'il y a eu 100 000 € d'investissement porté supplémentaire, si vous voulez, par VNF, l'équivalent de 5 000 € de plus par an. Même en gardant de côté la moitié à peu près pour le port technique, ça veut dire qu'on est ici à peu près à 90 000. Donc on a fait faire une économie de 45 000 € par an à la Convention. 45 000, il y a 45 bateaux, ça fait 1 000 € par an par bateau. C'est-à-dire que les négociations qui ont été conduites ne correspondent pas simplement à la volonté, si vous voulez, d'obtenir et de réussir à faire un projet qui a été impossible pendant tant d'années et qui est nécessaire pour la commune, pour le canal, et d'ailleurs aussi en grande partie pour les gens qui y vivent. Mais il est évident, ou qui le fréquentent, mais il est évident, notamment je parle de ceux qui y travaillent, mais il est évident que ces investissements qui, par ailleurs, amélioreront la qualité de l'eau, hein, en particulier sur la partie du port technique et de l'environnement par rapport à l'enlèvement des différents déchets, il est évident que l'état actuel de la négociation permet d'avoir une augmentation absolument insupportable, je le comprends, mais vraiment, mais qui est quand même diminuée de 1 000 € par rapport à ce que ferait un autre acteur, quel qu'il soit. On peut même imaginer que l'autre acteur n'aurait pas les mêmes subventions. C'est-à-dire que là, on tombe sur quelque chose qui est bien plus élevé encore. Et l'essentiel des subventions que nous comptons obtenir en plus et que nous comptons verser nous-mêmes, si le conseil municipal y est autorisé par la Cour des comptes et par votre vote, pas par notre vote. C'est encore de l'argent qui, effectivement, permettra de rendre plus supportable cette évolution d'une tarification qui, tout de même, indépendamment du fait que c'est beaucoup, que c'est trop, amènera la zone en question à une tarification un peu inférieure à celle de Toulouse à côté et un peu inférieure à celle de Port-Sud de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur une tarification qui soit hors des clous. Le risque d'ailleurs étant, mais c'est un risque dont on le saura en décembre, que de toute façon VNF fasse ça sans travaux. Et c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, qui est une augmentation, enfin qui est envisageable, enfin même qui est envisagé, hein, qui est une possibilité de ce type. Alors, nous sommes dans une période où VNF n'a pas un fifrelin, mais vraiment pas un fifrelin. Tous les élus municipaux, la présidence notamment de l'association des maires de Canal du Midi, enfin du canal des deux mers, qui est tenue par une Toulousaine actuellement, le savent, le constatent. Cette association, je me suis rendu à Montèche il y a quelque temps, dans une assemblée générale, a reproché très vivement à VNF un défaut d'entretien, de navigation, de navigabilité, a reproché à VNF une incapacité à tenir ses personnels, donnant la parole d'ailleurs aux délégués syndicaux de la CGT, permettant à un moment donné aussi de constater des aberrations de gestion, des aberrations de fonctionnement, d'investissement divers, sur divers points du canal. La réponse de VNF, il a fallu un certain temps, mais c'est tout simplement, nous n'avons pas les fonds de l'État. Sur ce point-là, et sur ce point-là seulement, il m'arrive vraiment, parce que j'ai toujours trouvé que c'était important, de prendre langue avec un certain nombre de représentants, par exemple au Sénat, de gens qui s'attachent, parce que le canal est un bien commun, à défendre de votre bord les points de vue qui pourraient permettre que VNF ait davantage d'argent. Eh bien, le sénateur, qui n'est pas du mon bord, est totalement sur cette analyse. Et l'ensemble des élus qui sont sur le riverain savent cela. Quelle est la réponse du préfet, du sous-préfet? Quelle est la réponse chargée de ce travail? Et quelle est la réponse de VNF? Nous allons faire des projets avec les communes. Mais ce n'est pas seulement avec nous. Hein. Nous allons faire des projets avec les communes. Nous mettrons un petit peu d'argent, et vous en mettrez beaucoup, ce qui permettra de maintenir ce que nous devons faire. Ce n'est pas une caricature. C'est le sens de la réponse qui nous a été donnée partout et qui agace pas mal les élus. De ce point de vue, le fait que la commune de Ramonville puisse récupérer l'ensemble de ces berges pour pouvoir en faire ce que doit être le canal à Ramonville et ce qu'il est en grande partie déjà, sauf peut-être sur un certain nombre des secteurs dont nous venons de parler, parce qu'il
les fils, parce que ceci ou cela. De ce point de vue, je pense qu'il faut que ce soit négocié de façon à ce que ça puisse être vécu et réalisé au mieux. Et par ailleurs, que cela ne mette pas des gens dans une situation, alors ça, moi j'y suis attaché, je sais que monsieur le maire l'a entendu, ou en tout cas, enfin l'a entendu, c'est-à-dire je lui ai dit, à ce que ça ne mette pas des gens et des personnes qui sont sur des logiques de choix personnels qui ne pourraient plus assumer dans une difficulté intenable. Il y a un certain nombre de situations qui sont liées à des réglementations portuaires, qui sont liées à des éléments de vie, qui font qu'effectivement, il y a, à mon avis, à traiter dans un certain nombre de cas. Et de ce point de vue, moi, je reste de gauche, c'est-à-dire que je considère que c'est d'abord le critère social qui compte. J'aurais souhaité qu'il soit possible, dès le départ, d'avoir une tarification sociale. Je sais que nous essaierons de voir si c'est possible. J'aurais souhaité, et je sais que c'est ce qui est proposé, que ces cas soient proactifs, c'est-à-dire qu'on puisse aller au-devant des gens qui sont véritablement en difficulté. Je pense qu'il y a d'autres choses à négocier, à discuter dans le concret de la vie des gens qui sont sur ce segment du canal, effectivement à négocier, à discuter au concret, au quotidien de ce qu'il se passera pour les travaux, et puis ensuite dans cette commission qui, à mon avis, ne peut pas être un lieu sans citoyenneté. J'ajouterai pour terminer que je suis absolument convaincu qu'en réalité, il y a là, et c'est normal, une opportunité politique, mais que, même si vous découvrez parfois avec un peu plus de justesse que dans d'autres cas où les chiffres sont souvent faux, enfin là vous avez réussi à faire une division, si vous réussissez effectivement à prendre pleinement conscience de l'effort qui est demandé à la commune, même à VNF, et que j'espère que les autres collectivités feront pour alléger l'effort que nous demandons, qui sera exigé de la part des riverains, je pense qu'au fond, si vous aviez envie que ce canal vive, vous n'auriez pas fait une autre discussion. Vous n'auriez pas fait une autre possibilité. Je ne sais pas si vous auriez réussi à le faire dans un temps court. De toute façon, vous n'êtes pas aux affaires. Et de ce point de vue, on est obligé d'admettre que la négociation qui est faite soit faite par l'équipe qui est en place, avec VNF, qui dépend de l'État, et qui, elle, met moins d'argent, tout simplement parce qu'elle n'est pas financée par un État qui, visiblement, envoie des sous-préfets pour expliquer comment les communes doivent payer à la place de l'État. Merci. Madame Brault. Oui, juste permettez-moi de répondre très brièvement à l'ensemble des propos que vous avez tenus. Alors, tout d'abord, sur le nombre de péniches et sur l'arrivée du métro, je pense que vous avez soit mal compris, soit détourné mes propos. Jamais je n'ai été contre l'arrivée du métro, au contraire, bien au contraire. Et sur les mobilités douces, c'est la même chose. Alors ensuite, je n'irai pas dans la polémique sur des sujets nationaux qui dépassent un peu le contour du conseil de ce soir. Et surtout, je vous félicite d'enfin inclure les habitants et les usagers dans vos discussions. Merci. Merci. Il y a d'autres prises de parole. Une remarque peut-être, Madame Brault, enfin, le contexte qui est rappelé, enfin, je l'ai fait, et Pierre l'a fait sur le contexte national, hein, des relations avec l'État et pas hors de propos. C'est tout. Les collectivités locales sont les partenaires de l'État. Enfin, ils devraient l'être. Et en l'occurrence, dans ce cas précis, plus que notre. Puisque nous ne discutons pas avec quelque chose de désincarné. Nous discutons avec un établissement public d'État qui gère un bien public d'État. Et donc, quand on vous dit qu'il est exsangue, qu'il n'a pas un fifrelin, et que, y compris des sénateurs, pas forcément beaucoup d'acquaintances, défendent notre position qui est de dire qu'il manque aujourd'hui à VNF des moyens, voilà, vous pouvez contester et dire que ce n'est pas un sujet qui doit être abordé ici, mais c'est la réalité. Parce que, entendons-nous bien, si VNF avait fait sur son travail depuis 40 ans, je parle de 40 ans parce que moi je connais le canal depuis 40 ans, si VNF avait fait le travail sur le canal depuis 40 ans, croyez-vous que la collectivité de Ramonville aurait besoin aujourd'hui de mettre 1,7 million d'euros hors taxe sur la table? Non. Tout roulerait. L'État aurait investi. Et quand je dis l'État, c'est l'État. Vous voyez, on n'a même pas cité de nom. On a eu cette prudence-là.
Vous avez tort de ne pas penser qu'à un moment donné, les élus locaux doivent rester seulement dans une sorte de béatitude vis-à-vis du gouvernement en place. Pardonnez-moi, mais vous faites erreur, vous faites fausse route. Il y a eu un manque de l'État, mais pas récent. Mais il est aussi récent. Et c'est aussi des sous-préfets aujourd'hui qui nous expliquent vous allez faire des projets, vous allez mettre de l'argent sur la table. Avant, au moins, on ne nous envoyait pas les sous-préfets pour nous le dire. L'État nous disait bon, on va faire. Il ne faisait pas, hein. Mais non, on va faire. Voilà. Donc, reconnaître ça, ça fait partie du débat d'aujourd'hui. Parce que sinon, il n'y aurait même pas de convention. Il n'y aurait pas ce 1,7 million sur la table. Il n'y aurait pas une question tarifaire qui s'ensuit derrière. C'est important. Vous ne pouvez pas l'éluder. D'autres questions, remarques? Non? Bien, alors on passe au vote. Donc, pour cette convention de gouvernance du port d'escale technique et du quartier fluvial entre Voies navigables de France et Ramonville-Sainte-Agne, qui est contre? Donc, le groupe de Mme Brault et Mme Marie. Abstention? Merci, la délibération est approuvée. On passe au point numéro 2, qui est la motion qui a été présentée par le groupe majoritaire concernant l'allocation adultes handicapés. Je vous laisse la parole, M. Chalin. Il est inhabituel de revenir sur une motion que nous avons déjà votée à l'unanimité et qui est le fait même qu'elle a été votée à l'unanimité et qu'elle a été portée par tout le territoire. Ah, pardon, excusez-moi, Madame Marie, vous avez parfaitement raison. Je suis tout à fait, je voulais dire à l'unanimité des groupes, et vous avez tout à fait raison, vous ne l'aviez pas votée, comme cela vous arrive parfois lorsque vous n'avez pas pu pleinement débattre d'un texte. Je crois avoir compris cette position de principe chez vous. Ici, nous avons effectivement un texte que nous avions déjà voté. Il peut paraître inhabituel de redemander à ce qu'il soit voté. J'en rappelle le contenu, mais vous le connaissez déjà. Il y a une réforme de l'allocation aux adultes handicapés qui modifie le système de calcul et qui fait que l'on prend en compte les revenus du conjoint, ce qui amène évidemment à une désautonomisation des personnes qui sont dans ces situations et finalement à quelque chose qui est encore plus grave, je dirais, à un manque de respect de leur réalité et de leur individualité. Je résume ainsi tout le texte que nous avons déjà voté et le Sénat et un certain nombre de députés de tous bords, enfin en tout cas un certain nombre de sénateurs d'abord de tous bords, mais aussi toutes les associations et donc nous-mêmes, la commune, avons demandé à ce que l'Assemblée puisse modifier ce texte. Et nous avions donc envoyé un message en ce sens à l'ensemble des autorités qui sont chargées de faire ce processus, c'est-à-dire le gouvernement pour avis et les députés pour leur vote. Nous avons appris que ce vote avait été un vote de refus de modification, c'est-à-dire de refus de la modification, de fait, du maintien de cette situation qui nous avait à tous paru absolument inique. Nous avions donc appelé les députés de tous bords à voter et nous soutenions, je lis ici la fin de la motion qui est, elle, nouvelle, nous soutenions la proposition du Sénat qui annulait la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul des allocations pour les adultes handicapés. Le vote récent de l'Assemblée nationale aurait pu permettre que ce vœu exprimé par le conseil municipal de Ramonville soit pris en compte. La commune déplore que l'ensemble des arguments développés par les associations, les élus et les personnes concernées aient été qualifiés de démagogiques et refusés par une majorité de députés au soutien du gouvernement. Il est également déploré que le courage ou la connaissance du dossier n'ait pas emporté l'adhésion de la députée de notre circonscription, de la circonscription où se trouve notre commune. Il est donc reformulé le même vœu auprès du gouvernement et des députés en espérant que la consternation provoquée par ce vote et ses motivations imposeront un retour du texte devant l'Assemblée. C'est ce texte dans son ensemble, c'est-à-dire la motion présentée la dernière fois et cette conclusion que nous souhaitons renvoyer aux députés et au gouvernement. J'ai vu que vous aviez déposé un amendement et je suis prêt à écouter vos arguments sur ce vote de l'Assemblée nationale et en tout cas de la majorité des députés. C'est la présidence de l'Assemblée maintenant. Non, non, pas du tout. Je dis je suis prêt, si monsieur le président... Madame Brault, présentation de l'amendement, s'il vous plaît.
Oui, alors nous sommes d'accord sur le fond. Hein. On n'a pas changé notre position depuis le 27 mai, date à laquelle on a voté ce texte. Vous nous avez expliqué pourquoi vous reproposez au vote ce texte. Bon, pourquoi pas, à la rigueur. Par contre, on est en désaccord avec la forme et en particulier avec la fin de votre texte qui a été rajoutée. Vous prenez à partie la députée, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, on ne comprend pas que ça vienne dans le débat actuellement, là, si ce n'est qu'on a l'impression que vous lancez les législatives. Enfin, on ne sait pas vraiment. Là, en tout cas, pour nous, ces derniers propos, ils n'ont pas à être là. Et dans un esprit d'apaisement, dépassement des clivages, ce qu'on vous demande, c'est d'enlever de cette motion la commune déplore, vous l'avez sous les yeux, hein, l'amendement, je ne vais pas vous le lire. Et puis, voilà, un certain nombre de phrases qui nous semblent rien rajouter et au contraire, peut-être, générer des clivages. Voilà, donc c'est le sens de notre amendement. Et si on souhaite qu'il soit soumis au vote, et puis si ces éléments restaient dans le texte, on ne pourrait pas voter votre motion. Vous voyez, c'est là où je dis, Madame Brault, tout à l'heure, et je vais faire le parallèle, que parfois, il faut savoir ne pas être béat devant un gouvernement. Il faut savoir dire quand il fait des erreurs, même si c'est son député bien aimé. Nous avions un député, alors, je ne sais pas si c'était bien aimé, mais nous avions un député sur le précédent mandat, qui a été élu en 2012. Vous vous en souvenez ? En 2014, juste après les élections municipales, nous avons, et juste après le lancement du plan de réduction de la dotation globale de fonctionnement, nous avons proposé un vœu ici en conseil municipal qui allait à l'encontre de cette décision du gouvernement et de notre député qui l'avait voté, sans aucune difficulté. Parce que ça mettait en difficulté Ramonville et les finances de la collectivité locale. D'ailleurs, à l'époque, il n'a pas été voté par tous les groupes. C'est intéressant, c'est le groupe majoritaire qui l'a voté. Tout groupe confondu, le groupe majoritaire. Toute tendance confondue du groupe majoritaire. Et je regrette que vous ne soyez pas en capacité de prendre un élan nécessaire, qui est celui de dire, quand il y a des erreurs, il faut les signaler. Et pardonnez-moi, mais effectivement, le vote de la députée de circonscription, qui est notre députée, qui est notre représentante, nous concerne en tant que citoyens. En tant que citoyen ramonvillois, et en tant qu'élu ramonvillois, où nous avons ici, dans cette commune, une part de personnes en situation de handicap beaucoup plus importante que dans notre commune. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Faites des classes avec la députée sur les personnes en situation de handicap. Eh bien, nous, ce que nous attendons, ce n'est pas de faire les classes. Ce que nous attendons, c'est des actes concrets du député qui nous représente pour arriver à améliorer la situation des personnes en situation de handicap. C'est ce qu'on dit. C'est seulement cela que l'on dit. Mais il faut mettre en cohérence ces actes, ces tweets, avec ces votes. Et donc, ce que nous appelons, c'est ça. Alors, ça vous déplaît, certainement, je l'entends. Mais j'appelle, et ce n'est pas une question de concorde ou de consensus, c'est une question juste d'expression d'une position politique. On ne peut pas se renier soi-même de ce que l'on pense, ou sinon vous ne le pensez pas. Mais on ne peut pas se renier soi-même de ce que l'on pense, c'est parce que c'est un copain qui vote. Et comme je vous l'ai dit, ce groupe majoritaire a été un des premiers en France à le faire. On l'assume. On a même revoté en 2015. Et en 2016, je crois qu'on a voté 3 ans de suite. Alors, au fur et à mesure, on a agrégé les groupes. C'était rigolo. Bon, je m'arrête là. Mais honnêtement, bien entendu qu'on dénonce ce vote. Parce que, même si c'est une représentante nationale, elle nous représente en tant que citoyens et en tant qu'élus. Et nous, en tant qu'élus, nous nous préoccupons de la situation de nos concitoyens en situation de handicap. Et nous considérons que ce vote est un scandale. Le dire n'est pas une infamie, c'est une réalité. Elle a voté contre. Que nous disions que c'est un scandale et que nous ne sommes pas d'accord, je ne vois pas où il y a la difficulté. C'est toute la logique. Vous voulez réintervenir ? Pardon, Véronique. Oui, Madame Brault, mes chers pères, il ne faut pas prendre les effets pour la cause. Ce n'est pas notre texte qui génère des clivages. C'est le vote
qui génère un clivage, en s'attaquant aux plus fragiles d'entre nous. Et c'est pour cela que nous exprimons notre désaccord et notre peine par rapport au vote de notre député qui, comme M. le maire le disait, nous représente. Mais nous ne nous sentons pas, nous ici, et nous majoritairement dans Ramonville, représentés par ce vote. Et ce n'est pas faire de la politique que de le dire, c'est parler du réel. Et il y a un moment où effectivement, les discours doivent être mis en concordance avec des actes. Moi, je me demande, Madame Brault, et ceux de votre groupe aussi, comment vous faites pour à la fois signer quelque chose de juste et ne pas désavouer lorsque ce quelque chose est voté à contrario à l'Assemblée. Il y a une incohérence majeure là qui me semble tout à fait difficile à vivre. Madame Brault, vous voulez reprendre la parole après? Madame Brault, je voulais vous dire quelque chose qui est réel. C'est-à-dire, je pense que vous êtes totalement sincère la première fois que vous votez ce texte. Bien sûr que j'imagine, pour des tas de raisons, que ça aurait été maladroit de ne pas le voter, mais franchement pas. Je pense que vous êtes sincère quand vous votez ce texte. Et je pense que donc vous êtes représenté par ce texte. Et que le désaveu de votre député, il est encore plus grave pour vous que pour nous. Mais ce n'est pas une façon de rire. Je sais que Mme Mörch, à certains moments, s'est abstenue sur des textes du gouvernement. Donc c'est quelque chose qu'elle est capable de faire. Et d'ailleurs, une ou deux fois, en privé, je lui ai dit que c'était un acte de courage. Ce n'est pas sa personne que je juge. C'est que sur ce vote-là, c'est vous qui êtes désavouée, madame. Vous avez pris un vœu, elle ne vous a pas écouté. Et donc, en réalité, je pense qu'au fond, ce sont des cas individuels. C'est vrai que c'est important de ne pas oublier que c'est ça la question. Et que c'est effectivement un vote qui me semble un vote incompréhensible en réalité, au vu de votre position à vous et du fait qu'effectivement, je suppose que vous avez plaidé votre position auprès des députés. Et là, encore une fois, je suis vraiment parfaitement sincère. D'intervenir en mon nom propre, c'est absolument sans aucune concertation avec mes collègues, pour vous dire ma tristesse, mon écœurement de vous entendre parler ainsi dans un conseil municipal. Vous adoptez, Monsieur Shannon, un ton extrêmement arrogant et méprisant et qui ne doit absolument pas avoir lieu ici. Vous considérez, parce que nous avons des fois des idées différentes sur les sujets, qu'il faut nous traiter comme des enfants en bas âge. Ce que je vous demande, et je le réitérerai s'il le faut, c'est que vous changiez de ton vis-à-vis des personnes des autres groupes, car elles méritent l'attention des autres et surtout le respect. Ce que vous ne faites pas depuis le début de cette séance, ni depuis le début de cette mandature, je vous prie de le remarquer. C'est tout, c'est en mon nom propre que je vous exprime ça, mais franchement, c'est un écœurement quand je vois le niveau de la discussion dans ce conseil municipal. Pardonnez-moi, Madame Vassal, mais M. Chanin a dit exactement l'inverse. Il a dit qu'il était sincèrement convaincu que vous aviez voté avec sincérité le vœu concernant l'AAH au mois de mai dernier. Il n'a pas dit autre chose. Par contre, ce qu'il a dit, c'est que le fait que la députée de circonscription qui nous représente vote contre ce principe-là à l'Assemblée nationale, désavouer collectivement le groupe majoritaire, et comme c'est quelqu'un qui fait partie de votre groupe, vous désavoue encore plus. Je ne vois pas en quoi c'est méprisant ce qui a été dit. Il a pas dit qu'il n'était pas d'accord avec vous, c'est tout l'inverse. Mais bon, voilà. Après, ceci dit, moi, si vous avez l'intervention sur le fond, c'est-à-dire quelle est votre position, Madame Vassal, sur la question de la désolidarisation de la hache dans des couples, et c'est là le débat que nous voulons avoir, et moi j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord à cette désolidarisation ou contre? Et que pensez-vous du vote de députés qui votent contre cette désolidarisation? C'est ça qu'on vous demande. Monsieur le maire, vous nous demandez un avis personnel
alors que les membres de votre groupe n'ont jamais le droit d'exprimer un avis personnel. Je n'ai jamais vu un membre de votre groupe exprimer son intention si elle est réelle. Au contraire, vous levez tous la main d'un même tenant. Et par ailleurs, mon propos, c'est bien de répéter que M. Shannon, cette fois-ci, s'est montré particulièrement méprisant vis-à-vis de la discussion que l'on a eue, qu'a eue Sylvie Brault sur les VNF, mais également à plusieurs reprises. Ne l'oubliez pas. Nous exigeons le respect, c'est tout, simplement. Mais vous l'avez, sans problème. Et d'ailleurs, je vous donne la parole et vous vous exprimez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous ne répondez toujours pas à ma question. Et donc, je vous demanderai de bien vous... Je vous donnerai la parole quand vous la demanderez, madame. Vous ne la prenez pas sans la demander. Et puisque vous avez demandé un avis du groupe majoritaire dans son ensemble, on marche par représentation, on est 23. Comprenez bien que 23 prises de parole de 5 minutes, ça peut être très long. Mais je vais laisser la parole donc à Philippe Piquet, ensuite à Christine Arrault, Véronique Blancier, Alain Caral. Et si vous voulez, on continuera ensuite avec le reste du groupe majoritaire. Ouais, moi, je veux qu'on puisse répondre à une question de personnes en situation de handicap, donc de grande dépendance, de les rendre dépendants de leur conjoint ou de leur conjointe encore plus, puisque le revenu dépend effectivement du conjoint. Dans une égalité homme-femme, en plus si elle est handicapée ou si elle est en situation de handicap, me scandalise. Qu'effectivement un député, alors qu'il soit de n'importe quel bord, il aurait été de mon bord, il aurait pris le même savon. Et que vous me disiez qu'en plus, c'est du manque de respect de notre part en votre défaveur, mais alors, je suis complètement scandalisé, quoi. Je veux dire, on est en train de défendre des gens en situation de dépendance. On n'est pas en train de se battre pour, voilà, sur des trucs politiques. Et que vous me dites que je ne vous respecte pas ou qu'on ne vous respecte pas, mais alors là, c'est lunaire. Je viens de décoller d'un étage. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de parler du fond et du problème de personnes en situation de handicap, en grande dépendance, puisqu'elles sont en situation de handicap, vous nous parlez du respect qu'on soi-disant, on ne vous tient pas. Ou qu'on ne vous rend pas. Alors que jusque-là, je pense que je vous ai respecté largement. Et largement, j'ai écouté vos argumentations. Mais là, pour le coup, qu'on me dise que sur cette situation, qu'effectivement, je ne vous respecte pas, quand effectivement votre député a pu prendre cette position-là, non, effectivement, je ne peux pas respecter ça. Je ne peux pas. Parce que pour moi, là, on est dans effectivement le minimum que l'on doit à l'autre. Et à l'autre, être humain, effectivement, en situation de handicap et donc en situation de dépendance. C'est le minimum qu'on leur doit. Le minimum. Et encore, quand on parle de la hache, c'est 800 € par mois. D'accord ? Voilà. Qu'on leur enlève, on leur en donne moins s'ils sont mariés. Merci. Christine Arrault. Oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous dites que personne ne conteste ou ne proteste, nous avons des bureaux municipaux et c'est là où nous débattons justement des sujets qui vont être traités. Et c'est là où nous essayons, et moi j'en fais particulièrement partie, d'exprimer justement ou l'incompréhension, parce que quand on est comme moi une toute jeune élue et qu'on n'a jamais fait de politique, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles ou qui relèvent de l'utopie parce qu'on se dit mais c'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Donc moi, j'interpelle très très souvent mes camarades en disant pourquoi on fait ça, mais je comprends pas. Et la parole circule librement. Je crois que si la parole ne circulait pas librement, ça fait longtemps que je serais partie. Parce que je suis quelqu'un de très droit, tout le monde pourra vous le dire, j'ai pas ma langue dans ma poche, et je dis toujours ce que j'ai à dire. Et qui plus est, je discute avec beaucoup de nos concitoyens, et même avec Sylvie ou avec d'autres personnes, nous discutons beaucoup des sujets qui sont traités. Et quand il y a matière à alerter, je suis toujours à l'écoute. Et je m'intéresse toujours
à ce qui va être traité dans ce conseil municipal. Donc, lors des bureaux municipaux, je peux vous dire que je lève souvent la main pour qu'on m'explique ou qu'on me dise. Je ne suis jamais contrainte dans aucun de mes vœux. Et si je devais m'abstenir pour une raison ou une autre, je le ferais parce que je considérerais que je ne suis pas d'accord ou je voterai contre. Mais c'est vrai que nous en discutons, on argumente, chacun de son côté. Comme la parole est libre, et je vous dis, si elle ne l'était pas, je serais parti. Parce que, en fait, je suis venu là parce que j'ai des choses à défendre au niveau des associations particulièrement. Mais là, si vous voulez, ce sujet, c'est une histoire de mots qu'on emploie. C'est vrai qu'en fonction de nos sensibilités, on ne les perçoit pas pareil. De même que quand on se parle, en fonction de ce qui est dit, et ça je l'entends et je le comprends, en fonction de nos sensibilités, on peut aussi mal le recevoir. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ai souvent été blessé par des propos qu'un autre m'adressait et qu'il trouvait banals, et moi, ça me faisait du mal. Donc, que vous l'ayez exprimé, je trouve ça très bien, au contraire, parce qu'effectivement, je pense qu'on doit toujours se respecter. Et quand on sent qu'on nous manque de respect, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'on peut toujours s'améliorer dans les échanges et dire les choses de façon différente. Et il faut tenir compte de ce que chacun dit. Moi, je fonctionne toujours comme ça. On peut être maladroit, on peut dire les choses de façon avec dérision et en fait ne pas se rendre compte que ça peut être blessant. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Yves, c'est-à-dire que moi aussi, je suis choqué, comme la Madame Morche, et voter contre ce texte, parce qu'il me semble que, sachant que cette motion que nous avions déposée, nous l'avions déposée tous en cœur, à part Madame Marie, et je sais pourquoi elle a voté contre, elle nous l'a expliqué, oui. Et donc, je trouve, enfin, ça m'a peiné, d'autant plus que Sandrine a été vraiment très bien quand nous avons défendu Oumar, et qu'elle a vraiment été très en soutien. Et si Oumar aujourd'hui a la nationalité française, c'est grâce à elle. Donc j'ai été d'autant plus déçu en m'apercevant qu'elle avait voté contre. Maintenant, après, on n'est pas dans les instances nationales. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas quels sont les accords et ainsi de suite. Je vous dis, je ne suis pas une politique. Mais par contre, que la parole soit libre entre nous et que nous votions suivant ce que nous pensons, ça, on ne nous l'a jamais interdit. Et on n'a jamais fait pression sur moi en me disant, il faut qu'on vote tous. Parce que si on me le dit, je dis, oui, d'accord, mais on m'explique pourquoi. Et quand on m'a expliqué pourquoi, si je comprends pourquoi, et en l'occurrence, sur ce qu'on a travaillé avant sur VNF, je peux vous dire qu'étant ami avec beaucoup de bateliers, j'ai tergiversé. Je suis un peu longue, je le sais. Je m'exprime rarement, mais là, pour un coup, j'ai des choses à dire. Allez-y, Madame Haro. On vous écoute, Madame Haro. En plus, je passe à la télé. Ça m'était jamais arrivé. J'ai jamais fait aucun jeu, alors je continue. Ce que je voulais dire par rapport justement à VNF, je peux vous dire que je les ai beaucoup embêtés, je les ai beaucoup titillés sur bien des points qui, moi, me gênaient beaucoup. Donc, j'ai eu des réponses, et je suis retourné vers mes amis les bateliers pour leur dire voilà ce qu'il en est et leur expliquer le pourquoi. De toute façon, qu'ils aient compris ou qu'ils n'aient pas compris, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, j'ai fait ce qu'on m'avait interpellé, j'ai cherché et j'ai répondu. C'est ainsi que je fonctionne. Et je peux vous dire que ici, si je n'étais pas libre, je serais dehors. Voilà. Merci. Merci, Madame Haro. Nous avons Véronique Blancier et Alain Caral. Y a-t-il d'autres prises de parole? Alors, je vais faire très rapidement, puisque Madame... voilà, mais à juste titre. J'ai été très étonnée, Madame Vassal, que vous puissiez dire que l'on n'avait pas, nous, à nous exprimer, qu'on ne pouvait pas s'exprimer de manière individuelle. Mais bien sûr que si, ce que j'ai dit là tout à l'heure, ça n'était absolument pas préparé. Je l'ai dit parce que je le pensais. Et chacun ici
Personne ne parle parce que c'est prévu, personne ne parle parce qu'on s'est assigné des rôles. On parle quand on a quelque chose à dire. Là, c'est l'indignation qui m'a fait parler, comme certains autres de mes camarades. Mais voilà, c'était à mon nom personnel, même si je sais que ce que je dis est partagé par beaucoup. Mais je parle, c'est moi qui parle. Et on ne m'assigne pas un rôle a priori, parce que je suis un peu comme Madame Dantoungaro, je le supporterai très très mal. Voilà, merci. Alors, nous avons une nouvelle inscription au groupe majoritaire. Après Alain Caral, Pablo Arcet. Y en a-t-il d'autres sur le Juste, groupe je ne majoritaire vais pas enfoncer le clou. Vous avez vu, Madame Vassal, qu'on pourrait tous s'exprimer ici autour de la table parce qu'on a l'habitude de le faire et que tous nos débats, tout ce qui est fait ici ce soir est préparé entre nous et que ça prend des fois des heures et que des fois on rajoute même des réunions aux réunions parce qu'on n'est pas arrivé au bout. Enfin, le VNF est l'exemple même. Hein. Des gens n'avaient pas bien compris. On a refait de la pédagogie. Enfin, en tout cas, il a été fait de la pédagogie parce que moi non plus, je n'avais pas tout compris pour qu'on arrive au bout de 1, 2, 3, voire réunions, quand c'est possible, de faire ça, quoi. Donc aujourd'hui, faut faire attention quand vous vous portez en victime comme ça, parce qu'on est dans un débat politique de grande tenue, je trouve, et que n'ayant pas de réponse, vous vous sentez victimisé. Faut faire attention. Je crois que sur le fond, on est d'accord. On est d'accord sur le fait que, effectivement, le texte du gouvernement sur la hache est scandaleux. Vous l'avez voté la dernière fois. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi nous, on maintient notre position. Et c'est Madame Brault qui elle-même dit on est d'accord, mais il faut enlever le fond du texte. Et on lui explique pourquoi. On ne vous prend pas pour des enfants. On vous explique simplement pourquoi nous, on ne va pas l'enlever. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur VNF et sur certains propos de Madame Brault, parce que dans la contradiction, des fois, elle est quand même assez forte. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'autour de la table, on est très nombreux à s'exprimer et totalement librement quand on débat des sujets et que quand on arrive en conseil municipal, pour que ça ne dure pas quand même jusqu'à 3 heures du matin, on délègue puisqu'on a un représentant du groupe et qu'on a un maire, voilà, et que par thématique, on est capable aussi d'intervenir pour expliquer ce qu'on fait. Voilà. Donc s'il vous plaît, pas de victimisation. Monsieur Arcet. Oui, merci. J'enlève aussi ma petite capuche parce que ça me gratte les oreilles. Voilà, non, je veux juste vous raconter que on me connaît ici et je suis rarement obéissant, la couture sur le droit du pantalon. Je n'ai jamais été plus loin que brigadier chef quand j'ai fait mon service. Donc je suis pas, voilà, je suis d'un naturel peu conciliant avec les disciplines de parti ou des trucs comme ça. Et qu'à très nombreuses reprises, j'ai pu être en désaccord avec mes collègues, avec mes camarades, sur certaines délibérations. Et j'ai pu le dire, et j'ai pu dire pourquoi, et on a pu en débattre ouvertement. Et ça peut être en conseil municipal, ça peut être en commission, au bureau, au café, autour d'un truc, et ça se passe bien, et après on se met d'accord. Et le temps du débat, on l'a fait auparavant, et après on s'est mis d'accord sur le pourquoi du comment. Et même quand cette délibération, ou quand ce projet de délibération est porté par une collègue qui, de plus est, fait partie du même parti que moi, et où j'ai eu l'occasion de dire, écoute, là, sur ce sujet, je suis embêté aux entournures, je peux vous le dire sur quel c'est, parce que c'était en plus, au tout dernier conseil municipal, ça a été par rapport au vote de la subvention pour le Téléthon. Où moi, je suis pour que cette initiative ait lieu parce que je ne me vois pas brider la générosité de mes concitoyens et parce que ce qui arrive aux maladies rares est injuste, est indigne, mais que je trouve scandaleux que ce soit au bénévolat de prendre en charge ce que l'État, et c'est pas, je nomme pas une personne en particulier, ne fait plus, c'est-à-dire soutenir la recherche médicale pour les maladies rares. Et on en a discuté, et j'ai pu le dire, je crois qu'il y en a qui ici est à côté. Alain Carrel me disait calme-toi, t'es en train de t'énerver, tu rougis. Bon, mais j'ai l'habitude. Voilà, et on était d'accord. Hein, voilà. Ici, on discute ouvertement, on discute largement, mais après, quand on se met d'accord, on se met d'accord. Et une fois que c'est décidé, c'est décidé. Merci. Y a-t-il des prises de parole encore au sein des groupes majoritaires? Non. Alors,
Madame Haro, il y a un président de séance. J'ai vu que Madame Marie voulait la parole. Je vais lui donner, ne vous inquiétez pas. Juste un point d'ordre, Madame Marie, si vous appuyez sur le micro avant que je vous ai donné la parole, vous fixez la caméra sur vous et vous l'enlevez de l'orateur. Voilà. Donc Veuillez m'excuser, je n'étais pas informée. c'est bon, je vous ai toujours pas donné la parole. C'est pour ça que je vous attendrai que je vous donne la parole. Madame Brault a demandé la parole avec vous, donc je vais lui donner la parole et ensuite vous pourrez la prendre. Bon, alors je le dis, je le redis pour que ce soit clair et écrit dans le compte-rendu du Conseil. Nous sommes favorables à la déconjugalisation de l'attribution de l'AAH pour les mêmes raisons que vous. Et nous sommes en désaccord sur la forme du texte que vous présentez. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Merci. Merci. Madame Marie. Oui, bonsoir à tous. J'ai pu admirer voilà, les prestations de chacun ce soir et cette conviction que le groupe majoritaire a la liberté de parole est très rassurante. Et j'ai pu admirer également que depuis un an, vous votez à l'unanimité. Donc j'aimerais avoir le secret, une explication sur la recette. Comment faites-vous ? Enfin, il y a une magie dans ce groupe majoritaire qui fait que vous êtes tous d'accord depuis un an de façon unanime. Ah, écoutez, alors c'est vrai que pour le coup, votre groupe n'a pas été exemplaire dans ce sens-là. Alors, s'il vous plaît. Non, mais pardonnez-moi, je vous ai au pas sujet donné... de groupe, J'aimerais être un groupe. Je devais être un groupe dans le règlement municipal de Madame départ. Marie, je vous ai pas donné la parole. J'étais un groupe. Madame Marie, s'il vous plaît. Et voilà, y a pas de... non, mais elle doit demander la parole. Il faut demander la parole, je vous la redonnerai. Laissez-moi terminer. Je vous interromps pas. Ne m'interrompez pas. Madame Vassal parlait de respect. C'est une question de respect. On est d'accord. Donc, c'est vrai que votre groupe en la matière n'a pas fait preuve de beaucoup de discussions puisqu'il s'est scindé au bout d'un mois. Effectivement, le groupe majoritaire a l'habitude de travailler ensemble parce qu'il a fait travail ensemble, il a proposé un projet, il a travaillé, et que donc, ce que nous proposons aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a déjà réfléchies en amont, d'autres qui arrivent, des nouveaux projets, mais pour la plupart des choses que nous avons déjà discutées. Et donc, quand on les fait aboutir, on travaille ensemble, et après on les présente collectivement, on les discute. Vous savez, on parle d'intelligence collective, je ne sais pas si c'est ça qui fait voter le groupe majoritaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand on vient en conseil municipal, c'est que nous sommes tous d'accord pour le présenter. Vous voyez, on présente des délibérations parce que c'est le sens politique que l'on souhaite donner. Et tout cela est bien normal. Dans toutes les assemblées de France et de Navarre, quelles que soient les majorités, ce n'est pas propre à Ramonville, c'est gentil d'avoir pensé que c'était propre à Ramonville. Dans toutes les assemblées de France et de Navarre, quand elles présentent quelque chose, c'est parce qu'effectivement, les élus de la majorité, ceux qui ont la possibilité, la vocation à présenter ces délibérations, sont d'accord pour la présenter. En fait, celles sur lesquelles on n'est pas d'accord, on ne les présente pas en conseil municipal. Il y en a peu, mais on ne les présente pas en conseil municipal. Bon, Madame Massal, vous voulez reprendre la parole? Je ne crois pas. Donc, Madame Marie, parce que je croyais que vous aviez levé la main. Madame Marie voulait reprendre la... Ah, pardon. Alors, dites-moi, oui ou non? Très bien. Madame Marie, vous voulez reprendre la parole? Bien, très bien. Donc, y a-t-il encore... Non, plus de prise de parole? Allez, parfait. On va passer au vote alors. Madame Haro, pardon, vous vouliez intervenir? Non, monsieur le maire, tout va bien. Je voulais juste intervenir, mais après, je le ferai en aparté. D'accord, merci. Bien, on passe au... Alors, d'abord, l'amendement du groupe Ramonville et vous, qui est passé au vote. Donc, qui est pour cet amendement? Le groupe Ramonville et vous. Abstention? Le groupe de Madame Marie. Contre? Le groupe majoritaire. Ensuite, donc, l'amendement est rejeté. On passe au vote de la motion. Donc, vote de la motion qui demande à ce que soit reformulé par ce vœu aux députés la déconjugalisation de la AAH à l'Assemblée nationale et le retour de ce texte. Qui est pour? Le groupe majoritaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe de Madame Brault et Madame Marie. Merci, ce conseil municipal est terminé. Prochain rendez-vous, je ne l'ai pas. 10 novembre. Ah oui, c'est vrai, la veille du 11. J'espère que nous pourrons faire les cérémonies du 11 novembre dans de bonnes conditions. Bonne soirée à tous, la séance est close.